Bonjour, nous sommes le 22 janvier, il est 13 h. Nous avons 1 à 2 degrés, il fait très humide. Je croyais qu'il n'y avait pas de vent, il y en a quand même, donc j'ai mis ma bonnette anti-vent. J'espère que le son sera correct. Et vous avez vu que je me suis équipé pour l'hiver. Alors bien entendu, nous sommes en compagnie de Goliath que vous allez apercevoir sous peu. Je vais vous le montrer. Le voilà. Et voilà mon Goliath. Et oui. Et donc, c'est bien, je n'ai pas perdu le contrôle de l'engin cette fois-ci. Je m'améliore. Et alors, je me suis décidé à risquer ce petit chemin-ci que nous ne connaissons pas. Nous ne l'avons jamais fait. J'ai trouvé qu'il avait l'air sympathique, mais il est sur la hauteur. C'est pour ça qu'il y a plus de vent. Et alors, il y a une petite surprise pour vous d'entrée de jeu. Et voilà. Et je me tourne. Et je vous montre des collègues. Voilà. Ils sont jolis, hein? Regardez ça. Il y en a plein en plus. Donc, si vous entendez des bêlements, eh bien, ce n'est pas moi. Alors, quel est le sujet du jour? Quand je vous dis qu'il y en a plein, il y en a au moins 200, c'est énorme. Enfin, on les verra tout au long. Parce qu'on va dans cette direction où vous les apercevrez dans mon dos. Donc, le sujet du jour est un petit peu improvisé et il a été décidé un peu à la demande de mes collègues. Vous avez peut-être vu 2 vidéos que nous avons tournées à 3 médecins avec le docteur Hésimon, le docteur Fogel et moi-même, chez moi au Luxembourg. Ils ont pris l'excellente initiative de me faire une belle visite du Nouvel An. Et puis depuis lors, on échange plus qu'avant. Se joint à ce trio le docteur Cosra, qui est un autre médecin fonctionnel français très, très en vue. Et alors, je me suis rendu compte que nous n'étions pas d'accord sur la manière de doser et en tout cas d'optimiser les taux de fer. Parce que le fer est un nutriment, bon, c'est un métal lourd, hein, il est toxique en excès, mais c'est aussi un nutriment extrêmement important. Et donc là, je dois dire, nous sommes en complet désaccord. Je crois que nous sommes tous sur la même ligne et tous en complet désaccord avec un autre médecin nutritionniste français qui est plutôt médecin nutritionniste que médecin fonctionnel. Donc ça explique peut-être certaines nuances. Mais c'est Jean-Paul Curtet qui, lui, est totalement anti-fer. Bon, lui, le fer, c'est le diable, hein. Mais moi, ça m'étonne évidemment une position aussi extrême parce que le fer nous fournit quasiment la carence, parce que c'est probablement pas la seule, mais j'ai déjà lu dans des articles très sérieux sur le fer que c'était la carence la plus fréquemment rencontrée dans le monde. Bon, alors il faudrait savoir si c'est un poison violent, comme le sel. Je vous renvoie à la vidéo du sel qui fait polémique, qui est récente aussi sur la chaîne. Et est-ce que le sel est un poison violent ou est-ce que le sel... Je suis parti. Allez hop, on refait un truc sur le sel, parce que là, sur le sel, j'ai eu les bordées d'insultes, les pauvres gens qui meurent d'un œdème aigu du poumon parce qu'ils mangent des huîtres. Tenez-vous bien, alors l'huître c'est quoi? C'est un empoisonnement alimentaire. Non, les huîtres sont salées. Et donc, pouf, on mange quelques huîtres, boum, on meurt d'un œdème aigu du poumon. Tout ça parce que le sel, c'est tellement criminel, c'est tellement dangereux. Vous savez, dès que je m'attaque à ces poncifs, j'ai tout un tas de trolls venus d'on ne sait pas où. Certains ont des pages Facebook bidons, plusieurs. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de photos. D'où est-ce qu'ils sortent? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre explication que du networking anti-sel, parce que je ne sais pas
quel lobby a encore intérêt à faire ça, ou alors c'est les gens sont totalement décérébrés et brainwashed, comme on dit en anglais, donc ils ont subi un lavage de cerveau et ils sont là totalement paniqués à l'idée même de regarder un grain de sel. Donc ils doivent éviter le littoral, ok, le littoral océanique, parce que là il y a du sel et mon Dieu, ils risqueraient peut-être de respirer des vapeurs de sel et d'en mourir par un à-coup hypertensif. Bon, passons. Mais le fer n'est pas non plus un poison violent. Ceci dit, soyons tout de suite très clairs, en excès c'est mauvais. Comment est-ce qu'on définit un excès? On peut évidemment voir qu'il y a excès d'après les marqueurs biologiques. Quels sont les marqueurs biologiques? Il y en a 3, pas 2, pas 1, 3. Et ils ont tous les 3 leur importance. Et moi, je teste toujours les 3. Parce que 1 ou 2, on ne sait pas dire. On ne peut pas dire avec 1 ou 2. Il y a des erreurs là-dedans colossales, des méprises. C'est très méconnu. C'est pour ça que je pense que cette capsule est quand même importante. Et donc, les 3 sont logiquement le fer sérique. Et alors, le débutant... Ben, il ose le faire sérique et il tire 36 conclusions. Oh, que c'est Goliath, hein, que c'est faux. On ne peut absolument pas se fier au taux de fer, je vais vous expliquer pourquoi. Même s'il est trop élevé, ce n'est pas nécessairement un problème parce qu'il faut voir les 3 marqueurs ensemble. Le second est assez connu et fort utilisé, c'est la ferritine. Alors la ferritine est la protéine de mise en réserve du fer. Donc évidemment, on doit toujours regarder fer et ferritine ensemble pour se faire une opinion. Mais, il y a un énorme mais, la ferritine est aussi une protéine inflammatoire. Rien à voir avec la réserve du fer, c'est une protéine inflammatoire qui marque l'inflammation. Tout comme la protéine C-réactive, la CRP, donc l'acronyme anglais qu'on utilise toujours, CRP, est aussi une protéine inflammatoire. À la limite, si on a des comparatifs préalables, on peut utiliser le taux de ferritine pour évaluer l'inflammation. Donc vous comprenez bien que ça interfère avec l'évaluation des réserves en fer et avec l'appréciation du statut en fer du patient. Et ce qu'on voit souvent, et ça peut parfaitement fluctuer d'un jour à l'autre chez la même personne, si par exemple elle subit un rhume ou un empoisonnement alimentaire, ou quelle que soit l'infection, une infection urinaire, etc., infection virale. Donc ces infections ou ces inflammations vont provoquer une hausse parfois assez vertigineuse de la ferritine, mais aussi une chute tout aussi spectaculaire du fer. Donc on a une inversion fer-ferritine. C'est pour ça qu'il faut les deux. Si vous regardez que le fer et que vous êtes en phase d'inflammation, qui peut être très brève, 3 jours, enrhumé, eh bien votre ferritine va être très basse. Vous dites, ah, votre ferritine va être très haute, votre fer très bas. Si vous ne regardez que le fer, vous allez dire, oh, le fer est bas, il y a manque de fer, je vais recommander la prise de fer, alors qu'il y a un excès de ferritine. Donc, grosse erreur. Là, je rejoins Jean-Paul Curtet. Il faut faire très attention quand même avec la prescription de fer et je vais vous donner des objectifs précis pour savoir quand prescrire et surtout aussi quand ne pas prescrire. Parce que c'est tout aussi important que de savoir quand prescrire. Eh bien, la solution pratique pour les conseils de prescription ou de non-prescription vient du 3e marqueur qu'on demande, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je demande la STFR, la saturation de la transférine. Donc le STFR, je crois que c'est la mesure, et alors le labo vous répond un calcul qui correspond au pourcentage de saturation de la transférine.
Et la transférine est la protéine transporteuse du fer dans le sang. Et donc, c'est très important de savoir à quel point elle est saturée. Et finalement, c'est le dosage parmi les trois qui est le plus déterminant. Pourquoi? Parce que les deux autres sont trop fluctuants. La saturation de la transférine va rester quand même beaucoup plus stable dans ces épisodes inflammatoires parce que ça, c'est le fer circulant et fixé sur la protéine. Donc, il y a une certaine stabilité. Le fer libre, qui est le dosage du fer, le fait de doser le fer, c'est le fer libre, mais va fluctuer très fort à cause de ces possibles phénomènes inflammatoires et la ferritine aussi, comme je vous l'ai expliqué. Donc, saturation de la transférine. Okay? Alors, les objectifs de valeur, bon, parfois sont évidents. Si vous avez beaucoup de fer, beaucoup de ferritine, il y a trop de fer, problème, et il est évident qu'il est hors de question, non seulement de prescrire du fer, mais aussi de faire attention à des compléments alimentaires, multivitaminés, etc., qui doivent être absolument sans fer, même des toutes petites quantités sont tout à fait à proscrire. À l'inverse, je ne vais pas vous faire une grande explication là-dessus, si le fer et la ferritine sont bas par rapport aux normes, bon, pas très subtil de vous dire qu'il faut prescrire du fer. Bon, c'est clair qu'à un moment donné, des statues en fer effondrées, c'est flagrant, ça crève l'œil. Et là, il n'y a personne qui a le moindre doute et il faut y aller. Mais aller jusqu'où? Bon, c'est là que la saturation en transférine intervient et joue un rôle absolument essentiel. La valeur, je dirais, idéale pour la saturation en transférine est entre 30 et 35%. Ou entre 30 et 40%. Oui, on va dire entre 30 et 40%. Jusque 45%, ça va, mais au-delà de 45%, on s'approche. Alors vous allez me dire, c'est assez évident, mais bon, je continue quand même mon idée. On s'approche de 50%. Et je n'ai pas inventé la poudre, moi, aujourd'hui. Hein. Bon, bref. 45%, ça clignote. OK? Clignotant orange. 50%, feu rouge. Pourquoi? Parce qu'à partir et au-delà de 50%, une partie de ce fer qui est donc fixé sur la transférine, qui est saturé seulement à moitié, eh bien, au-delà de 50%, une partie de ce fer qui commence à être un peu trop abondant est libéré et se retrouve sous forme de fer libre dans le sang. Et ça, c'est pro-oxydant. Donc, le stress oxydant est quelque chose d'extrêmement nocif. J'en ai parlé dans de multiples capsules. Et d'ailleurs, les gens qui présentent un stress oxydant, qu'on identifie souvent à une augmentation de l'oxydation des lipoprotéines LDL. Donc le LDL, le mauvais, soi-disant, entre guillemets, cholestérol oxydé. Ça, c'est un marqueur absolument fondamental de stress oxydant. Si vous avez un problème de ce côté-là, avec un excès d'oxydation, le fer est très toxique. C'est un gros pourvoyeur d'oxydation. Et donc, à la limite, chez ces gens-là, il faut être encore plus prudent avec toute prescription de fer. Si j'hésite et que ça concerne un cas comme ceux-là, eh bien, je ne prescris pas. Okay, j'attends, je tiens l'œil et la fois suivante, quand on refait un bilan, un jour ou l'autre, eh bien, on vérifie. Il faut vraiment garder à l'esprit que le fer en excès est très nocif. Et c'est ça, évidemment, qui alarme Jean-Paul Curtet, qui part, évidemment, d'un raisonnement scientifiquement tout à fait correct. Mais à mon avis, c'est des courbes en U. Je me tue tous les week-ends à vous faire une vidéo, je vous parle de courbes en U. Si c'est trop peu, c'est mauvais aussi. Donc le fer n'est pas problématique seulement en excès, il est aussi problématique en défaut. Alors où est-ce qu'ils sont les... Je ne vous ai pas montré les moutons, enfin on les voit. Regardez, on les voit là, il y en a une quantité. Est-ce qu'on les voit? Je ne sais même pas si vous les voyez, moi.
Oui, voilà, ils sont là tout au loin. Ben, on va retourner parce que là, il y a du trafic. Vous voyez, on aboutit ici sur une route et alors il y a même une grande route là derrière. Bon, ben écoutez, on va faire demi-tour. Goliath, viens. On retourne vers les moutons. Je ne vous ai pas montré assez les moutons. Et donc, voilà. Les limites supérieures, 40, jusque 40, très bien. 45, on lève le pied. Et 50, on fait absolument demi-tour. Et alors, évidemment, ça doit être connecté au taux de ferritine. Quand vous avez des ferritines très élevées, etc., c'est aussi très nocif vis-à-vis de l'oxydation. Et on va y revenir. Maintenant, pour ce qui est de la saturation de la transférine vers la limite inférieure. Donc, je l'ai dit 30 à 40, 45% à la rigueur. En dessous de 30%, ça commence à coincer. Et certainement 25%, bon, c'est trop peu. Okay, mais il faut quand même aller voir votre taux de ferritine là maintenant. Parce que si la ferritine est élevée, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de fer stocké dans cette ferritine, que ce soit inflammatoire ou pas. Donc là, on oublie ce côté inflammatoire. On dit, bon, la ferritine est élevée. Il y a plein de fer dans la ferritine, puisque c'est la protéine de mise en réserve du fer. Bon, si on voit que la saturation en transférine est trop basse, mais qu'il y a beaucoup de ferritine, ben, on peut prévoir qu'à un moment donné, l'organisme, s'il a besoin de fer, il va aller épuiser dans ses réserves de ferritine. Donc, cette saturation en transférine vers le bas est un signal de prescription du fer, pour autant qu'on a une ferritine basse. Alors, on en a fini avec la saturation de la transférine. Maintenant, il faut parler de la ferritine. C'est quoi une ferritine basse? Là, il y a aussi une divergence de vue. Disons que je m'aperçois que certains de mes collègues restent sur des notions qui étaient populaires il y a un certain temps. Bon, je ne sais pas moi, il y a 10, 20 ans. Mais là maintenant, vu la toxicité du fer, et de nouveau c'est là, parce que finalement, on va finir par célébrer Jean-Paul Curtet, plus le docteur Curtet, plus que de le vilipender, bien entendu, parce que toute sa méfiance vis-à-vis du fer, elle est légitime, mais elle ne doit pas devenir excessive. Et donc, la ferritine, on entend souvent dire que les normes labo de la ferritine, c'est une horreur absolue, ok? Parce que de nouveau, les normes labo, c'est 95-95% de la population, ce qui veut dire qu'il y a là-dedans plein de gens qui soit ont peu ou prou une tendance à l'hémochromatose, qui est la maladie génétique qui aboutit à une accumulation excessive du fer parce que le rétrocontrôle du fer est perturbé, ne fonctionne pas bien et les gens continuent à absorber du fer alors qu'ils n'en ont pas besoin. Alors bon, il y a la maladie pure et dure qui en général est assez facile à repérer quand on dose tout ce que je viens de vous dire, avec des ferritines fort élevées et surtout des saturations de la transférine très élevées. Quand vous avez des saturations de la transférine de 60-80%, il faut faire une recherche génomique, c'est de la génomique, mais ça peut être fait par un généticien aussi évidemment, une recherche génomique que moi je fais pour mes patients suspects, du gène de l'hémochromatose. Et il y a 3 polymorphismes, bon, certains sont mineurs, 2 sont plus importants. Et donc, alors, il y a des cas qui ne sont pas des hémochromatoses, mais où est ce qu'on appelle un trait d'hémochromatose. C'est quand même des gens qui ont plus facilement un fer assez élevé. Donc, vous voyez, il y a il y a les 50 nuances de gris, comme dans beaucoup de choses. Il y a tout un continuum. Et donc, bien aller explorer cette affaire d'hémochromatose quand vous avez trop de fer. Et puis alors aussi, bien entendu, s'il y a un excès de fer avéré avec des ferritines très élevées qui parfois ont d'autres causes, c'est des alcooliques,
Bon, attention, il y a des pathologies hépatiques où ça, c'est du domaine de l'hépatologue. Il faut envoyer ces patients-là chez des spécialistes. Mais bon, il y a des gens qui mangent trop riche, trop de viande, trop d'alcool et qui accumulent du fer, qui ont eu parfois des vies estudiantines assez un peu excessives, un peu beaucoup, et donc qui se retrouvent avec une ferritine élevée depuis leur jeunesse, leur adolescence, ils ont abusé. Et donc, ce n'est pas nécessairement les hémochromatoses. Bon, quand il y a un excès de fer et de ferritine, eh bien, vous voyez les moutons, hein, un excès de fer et ferritine, regardez ça, la quantité qu'il y en a. Hein, on se croirait au Far West ici. Bon, enfin, c'est pas des bisons. Hein. Quand il y a trop de ferritine, trop de fer, moi je recommande les dons de sang, okay, parce que voilà, c'est se débarrasser du fer qui est quand même toxique, métal lourd toxique en excès, hop, don de sang. Bon, dans l'hémochromatose, c'est un problème alors qui est géré en milieu hospitalier par des spécialistes où on fait des... je ne sais plus parler français, des bloodletting. Donc on fait, si vous voulez, l'équivalent d'un don de sang, mais qui est supervisé, qui est prescrit et effectué dans un contexte hospitalier parce que, bon, évidemment, les médecins généralistes pourraient le faire, mais techniquement, parce que c'est jamais qu'une prise de sang qui se prolonge, mais il faut incinérer ce sang, ok, et donc on ne peut pas en disposer, le mettre dans la toilette ou dans l'évier ou dans une poubelle. Okay, donc ça c'est du domaine hospitalier. Donc ça c'est les ferritines en excès. Mais ce que je veux absolument souligner ici avant d'en terminer, c'est que quel est l'objectif, le taux à rechercher pour la ferritine? Donc l'optimum, si vous voulez, comme on en a parlé pour la saturation en transférine, c'est plus bas que ce que beaucoup pensent. Il y en a qui visent 100, mais 100 c'est un maximum. Okay, donc moi, pour la ferritine, au-dessus de 50, je trouve ça bien. Entre 50 et 100, c'est bon. Dès que ça s'approche de 100 et dès qu'on dépasse 100, c'est trop de fer. Donc je suis assez strict pour la ferritine. Hein. Les gens qui sont à 180, 200, etc., même ceux-là, je dis, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas donner une fois du sang, hein? Bon, les banques de sang ont besoin de donneurs. Avec la pandémie, ça a été perturbé. C'est un bon geste pour vous, pour celui qui utilisera la poche de sang. Tout le monde est content. C'est des vases communicants, si je peux dire. Donc voilà, la ferritine, il ne faut pas viser 100. Il faut viser 50-60. OK? Et si vous êtes en dessous de 50, ça ne veut pas dire qu'il faut donner du fer. Il faut alors aller revoir la saturation en transférine. Donc si vous avez une ferritine de 40, de 35, de 25 même, avec une saturation en transférine de 40% et plus, vous faites rien, vous attendez. Vous voyez, il y a des collègues qui vont prescrire du fer avec une ferritine un peu basse, parce qu'ils sont très nerveux sur la ferritine. Ils ne regardent pas la saturation en transférine. Bam, ça je pense que c'est une prescription de fer indue. Et donc j'espère avec cette vidéo réconcilier les extrêmes, si ça peut se faire, parce que je me rends compte que c'est difficile, parce que je me fais attaquer par les deux camps extrêmes chaque fois. Mais il y a moyen, il faut un peu prendre l'habitude et évidemment faire une prescription prudente et puis vérifier après ce qui se passe. Alors, quel fer utiliser? Écoutez, de grâce, des fers chélatés, des fers naturels, pas des sulfates de fer ou des trucs absolument abominables utilisés en médecine conventionnelle. C'est absolument monstrueux, ça détruit les intestins. S'il faut un traitement de fer assez costaud, parce qu'il y a un vrai déficit, les fers buvables sont meilleurs, sont nettement meilleurs.
Et il faut des molécules douces, comme je sais pas, j'ai pas vraiment préparé la supplémentation. Bon, moi, j'utilise parfois, je sais même plus trop exactement. Je crois que c'est du glycinate ou du bisglycinate. Je crois qu'il y a du polysaccharate qui est en forme buvable, qui marche très très bien. Bon, des choses bien tolérées par l'intestin. Et donc le faire pendant quelques mois et puis vérifier si vous avez corrigé le tir, ok? Et surtout s'assurer qu'on n'est pas en train de surcorriger. Et ce ne sont pas des supplémentations à poursuivre indéfiniment parce que, attention, vous allez risquer de passer dans l'excès, ok? Donc courbe en U, pas trop peu, comme pour beaucoup de choses, comme pour à peu près tout. Okay. Et donc, il faut une certaine expertise pour évaluer, c'est les 3 tests que je vous ai proposés, fer, ferritine, saturation de la transférine. Voilà, ça me revient maintenant, parce que vous savez, j'improvise toujours tout ça. STFR, donc c'est la saturation de la transférine, mais ce que je prescris pour obtenir ça, enfin, je pense que si vous écrivez ça, vous l'aurez. Mais moi, ce que je prescris pour obtenir ça, c'est le TIBC, Total Iron Binding Capacity. Donc, je prescris TIBC et le labo me calcule STFR, saturation de la transférine. Enfin bon, je crois que si vous demandez la saturation de la transférine, ils vont automatiquement vous faire le test qui est nécessaire. C'est le Total Iron Binding Capacity, c'est le dosage de la transférine en gros, et le calcul qui aboutit au pourcentage. Voilà, j'espère que ça éclaircit certains aspects. C'est une vidéo assez ciblée sur un thème très ponctuel mais très important parce qu'il y a beaucoup de déficits, il y a beaucoup d'excès, donc il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de ce côté-là. C'est mal connu, c'est mal exploité, c'est mal prescrit par beaucoup. Et donc c'était un peu le but, mais c'est toujours l'occasion de vous rappeler ce grand principe. Le cholestérol n'est pas mauvais, c'est l'excès qui peut être mauvais, en tout cas chez certains, mais le manque de cholestérol est tout aussi mauvais. Ça s'applique aussi au fer, ça s'applique au sel, ça s'applique à tout. Et alors, ce qui s'applique aussi, mais là, ce qu'on veut, c'est un excès absolu de Goliath. Vous voyez, plus il y a du Goliath, mieux c'est. Donc ça, c'est pas une courbe en U. Et vous savez quoi, il fait froid, etc. Le pauvre, il commence à trembloter. Je vais aller me réfugier dans la voiture, on est gelé, et on va aller l'essuyer, le frotter pour le réchauffer sur mes genoux. À la semaine prochaine. Merci, salut.